En 1973, une usine de l'avenue de Bréauté à Dieppe, 700 ouvriers normands, des berlinettes bleues de 685 kg assemblées à la main, et le premier championnat du monde des rallyes, remporté devant Fiat, Ford et Porsche. La France au sommet, dans une voiture née dans le garage d'un concessionnaire Renault de province. Puis, décision après décision, tout a été démonté de l'intérieur. Une absorption capitalistique qui promettait la protection. Une création de Renault Sport qui a siphonné la gloire. Des modèles bridés par des budgets verrouillés. Et au printemps 1995, l'arrêt pur et simple dans l'indifférence générale. Mais l'usine ne ferme pas. Elle fabrique des voitures sous un autre nom, pendant 22 ans, avec les mêmes mains. Puis, en 2017, la même porte s'ouvre sur une Alpine neuve. C'est l'histoire d'un fils de garagiste qui a bâti un nom, d'une maison mère qu'il a effacée et d'une usine normande qui a gardé la mémoire dans ses gestes, jusqu'à ce que le nom revienne. Chapitre 1. Le fils du garagiste. Cette histoire commence par une odeur. Celle du cambouis, de l'huile de vidange et du métal frotté, dans un garage de la rue Thiers, à Dieppe, en Normandie. C'est là que Jean-Émile Amédée Rédélé ouvre les yeux sur le monde, littéralement entre les voitures, parce que son père Émile tient l'une des toutes premières concessions Renault de France, ouverte à la demande personnelle de Louis Renault pendant la Grande Guerre. Jean naît le 17 mai 1922. Dieppe, à cette époque, est une ville de pêcheurs et de commerçants, premier port bananier du pays dans l'entre-deux-guerres, 30 000 âmes tournées vers la Manche et le ferry de New Haven. La famille Rédélé, Émile, Madeleine, né prieur, et bientôt 3 fils. Jean, Pierre, né en 1924, Claude, né en 1931, appartient à cette bourgeoisie de province enracinée dans un métier, une rue, une fidélité aux losanges qui ne faiblira jamais. Les cousins prieurs, Jacques et Roger, gravitent autour de la fratrie. Roger deviendra plus tard responsable de la production des premières Alpines. Toute l'aventure tiendra dans ce périmètre familial, un clan, pas une société anonyme. Jean traverse l'occupation comme bachelier, puis intègre HEC Paris à la rentrée de 1945 grâce à une bourse d'État. Il en sort diplômé en octobre 1946 à 24 ans. Détail qui compte, son rapport de stage chez Renault envoyé à la direction générale est suffisamment remarqué pour que le PDG Pierre Lefaucheux le convoque personnellement à Boulogne-Billancourt. Lefaucheux lui propose de reprendre la concession paternelle de Dieppe. En décembre 1946, Jean Rédélé devient le plus jeune concessionnaire Renault de France. Il a 24 ans. Il vend des voitures la semaine. Le dimanche, il les conduit. Les témoignages convergent sur ce qu'il était. Gilles Bonafous, dans son éloge funèbre, insiste sur le perfectionnisme et l'élégance, toujours tirée à 4 épingles, cravate et pochette assortie, une distinction naturelle, altière, sans être hautaine. Esthète, amateur d'art, séducteur, meneur d'hommes, mais surtout habité par une conviction qu'il répétera toute sa vie comme un credo. La course est le meilleur banc d'essai pour les modèles de série, et la victoire est le meilleur argument de vente. Le 24 juillet 1950, Rédélé prend le départ du premier rallye de Dieppe au volant de sa Renault, 4 chevaux personnels, 40 concurrents, des 203 Peugeot plus lourdes, des Salmson plus puissantes. Il les bat toutes. Victoire à domicile, sur les routes qu'il connaît depuis l'enfance, au volant d'une voiture que son propre garage vend et entretient. Ce jour-là, quelque chose bascule. Le concessionnaire comprend que la petite 4 chevaux, si on lui ôte du poids, si on lui affine l'aérodynamique, si on la pousse dans les virages avec la précision d'un horloger, peut battre des machines qui coûtent 3 fois son prix. De 1951 à 1955, il le prouve. Victoire de catégorie aux 1000 Miglia en 1952, 53, 54. Podium au Tour de France automobile. Aux 24 heures du Mans 1952, engagé officiellement par Renault, il mène sa catégorie le dimanche, à 13 heures avant un abandon mécanique à 2 heures de l'arrivée. La malchance des pionniers. Avec son complice Louis Pons,
Il rachète le brevet d'une boîte 5 vitesses, inventée par un ingénieur nommé André-Georges Claude, que Renault avait refusé de produire. Cette boîte rendra ses 4 chevaux invincibles dans leur cylindrée. Ray Delay n'attend pas que le constructeur innove. Il innove à sa place. Fin 1952, il conclut l'alliance qui rendra tout possible. Il épouse Michèle Escoffier, fille de Charles Escoffier, l'un des plus importants concessionnaires Renault de Paris, propriétaire du grand garage de la place de Clichy, 13 rue Forest. Le beau-père deviendra le banquier initial d'Alpine. L'amour et l'industrie dans la même signature. Ray Delay fait ensuite exécuter à Turin, chez le carrossier Alemanno, une 4 chevaux Special Sport dessinée par Giovanni Michelotti, carrosserie en aluminium, une seule unité, un rêve roulant. Cette voiture lui apprend 2 choses. Premièrement, qu'une carrosserie légère transforme une mécanique modeste en arme. Deuxièmement, que l'aluminium est trop cher pour la série. Il faut trouver autre chose. Ce sera le polyester, la fibre de verre stratifiée, matériau d'avenir, léger, moulable, accessible. Avec l'ingénieur Jean Gessalin et les frères Chappe, carrossiers à Saint-Maur, il construit le prototype de ce qui deviendra la première Alpine. Le 22 février 1955, les 3 hommes présentent la voiture à la direction de Renault, à Boulogne-Billancourt. Pierre Dreyfus, qui vient de devenir PDG, et Fernand Picard, directeur des études, donnent leur aval. Pas un contrat, pas une participation au capital. Un aval, une bénédiction stratégique qui dit « Nous vous fournirons les mécaniques, les trains roulants, les boîtes. Ce que vous en ferez ne nous regarde pas, mais ne nous déplaît pas. » 4 mois plus tard, le 25 juin 1955, Jean Ray Delay crée la SARL, Société des automobiles alpines, siège social au 13 rue Forest à Paris, l'adresse du beau-père. Le nom, il l'a choisi tout seul, et il s'en expliquera avec la simplicité des évidences. C'est en sillonnant les Alpes, à bord de sa 4 chevaux Renault, qu'il s'est le plus amusé. Il a donc décidé d'appeler ses futures voitures Alpine. Ce jour de juin 1955, personne en France ne sait que ce nom traversera 7 décennies. Ray Delay, lui, ne doute pas une seconde. Chapitre 2. Le A fléché de Dieppe. La première Alpine, l'A106, reprend la plateforme de la 4 chevaux. Moteur 747 cm3, 21 à 43 chevaux selon la version, habillé d'une carrosserie en polyester dessinée par Jean Gessalin. Le lancement public a lieu au 42e Salon de Paris, le 6 octobre 1955. Environ 251 exemplaires sortiront des ateliers entre 1955 et 1959. C'est peu, mais c'est un début, et il est fait main. La boîte 5 rapports du brevet Claude, option rare, coûte à elle seule 35% du prix d'une 4 chevaux neuve. Ce détail dit tout sur le positionnement initial d'Alpine. Une voiture d'artisan, pour des passionnés prêts à payer le prix du surplus de plaisir. Le marché est celui des artisans constructeurs de l'après-guerre. Gordini, DB Panhard, Rosier, Auto Bleu, tous bâtis sur le même principe. Transformer une mécanique de grande série en arme sportive légère. Alpine s'y insère avec une ambition supplémentaire. Ray Delay ne veut pas rester préparateur. Il veut être constructeur. Pourquoi Dieppe ? 3 raisons, et les 3 sont liées à l'homme. La première est affective. C'est sa ville. Il y est né, il y a grandi, il y a gagné son premier rallye. La concession familiale est implantée rue Thiers depuis la Grande Guerre. Dieppe n'est pas un choix industriel rationnel, c'est un choix d'enracinement. La deuxième est pratique. Les locaux à l'arrière du garage familial, avenue Pasteur, offrent un site d'extension naturelle. En 1957, Ray Delay rachète ses locaux pour y installer la filiale RDL. L'atelier est modeste. Quelques ouvriers, des moules en polyester, un four de cuisson, des établis. Mais c'est le sien. La troisième est géographique. Dieppe se trouve à 168 km de Boulogne-Billancourt, siège de Renault. Suffisamment proche pour les échanges de mécanique et les visites de direction. Suffisamment loin pour que personne ne vienne regarder par-dessus l'épaule du fondateur. Cette distance, ni trop près, ni trop loin, sera le fil invisible de toute l'histoire d'Alpine. Le jour où Renault voudra tirer ce fil, il cassera.
Dieppe, dans ces années 50, est une ville qui se reconstruit. 30 000 habitants, 4 ports, pêche, ferry vers New Haven, commerce, plaisance. Le raid canadien d'août 1942, l'opération Jubilee, avait laissé le front de mer en ruine. Les bombardements de 1944 avaient fait le reste. La ville qui renaît autour du pont Angot, reconstruit en 1950, est une ville de briques blondes, de marins et de commerçants, pas une ville d'industrie lourde. L'arrivée de Red et de ses carrosseries en polyester s'inscrit dans cette reconstruction, artisanale, modeste, opiniâtre. L'A108 succède à l'A106 en 1958. C'est le saut décisif. Le nouveau modèle adopte les mécaniques de la Dauphine et surtout inaugure un châssis-poutre mécano-soudé qui change tout. Là où l'A106 restait une 4 chevaux déguisée, l'A108 possède une structure propre, industrialisable. Environ 1500 exemplaires sortiront, toutes carrosseries confondues, 20 fois la production de l'A106. La berlinette Tour de France apparaît en 1960, déclinée en coach, cabriolet, GT4 places. Et surtout, l'A108 est le premier modèle exporté sous licence. Au Brésil, Willys Overland produit 822 A108 et A110 à São Bernardo do Campo entre 1962 et 1966. Un jeune pilote brésilien nommé Emerson Fittipaldi, futur double champion du monde de Formule 1, y fait ses premières armes au volant. En Espagne, FASA à Valladolid assemblera 1566 A110 entre 1964 et 1978. Au Mexique, Diesel Nacional fabrique les DIN Alpin, environ 700 exemplaires. Première marque automobile entièrement mexicaine. En Bulgarie, Bulgar Alpine produit autour de 120 exemplaires à partir d'éléments initialement destinés au Brésil. Ce réseau de licences, géré depuis Genève par Alpine Engineering, remplit 2 fonctions. Il alimente la trésorerie, indispensable pour un artisan qui n'a pas les reins financiers de Renault, et il contourne les barrières douanières d'une époque où le protectionnisme automobile est la norme. Des mains brésiliennes, espagnoles, mexicaines, bulgares assemblent des voitures conçues à Dieppe. La petite ville normande, sans le savoir, projette son nom sur 4 continents. Mais le cœur reste avenue Pasteur, puis bientôt avenue de Bréauté. Parce que Red voit plus grand. Beaucoup plus grand. Chapitre 3. L'avenue de Bréauté. En 1967, la production s'est dispersée entre trop de sites. Les ateliers Chappe à Saint-Maur, la rue Forest à Paris, l'avenue Pasteur à Dieppe, et depuis peu une usine à Thiron-Gardet, village d'Eure-et-Loir, où Philippe Lamiraud, directeur commercial Europe de Renault et maire de la commune, a offert un terrain à son ami Red pour y installer les ateliers de châssis et de caisses. Cette dispersion coûte du temps, de l'argent, de la cohérence. Il faut un site unique. Il faut une usine. Elle sera inaugurée en 1969, avenue de Bréauté, au sud-est du centre historique de Dieppe, dans la plaine industrielle qui s'étend vers les champs. 6 à 7 hectares, 76 000 m² au sol, 36 900 m² couverts. Sur le fronton du bâtiment principal, un grand A fléché, le symbole d'Alpine, visible depuis la route, dont les ouvriers parleront encore des décennies plus tard avec une émotion qui ne s'use pas. C'est dans ces murs que tout va se jouer. La gloire, la dépossession, le silence. Et, 22 ans après le silence, la résurrection. Mais en 1969, personne ne pense au silence, parce que l'A110 est arrivé. L'Alpine A110 a été présentée en 1962, commercialisée à partir de 1963, et elle ne quittera la production qu'en juillet 1977, 15 ans de carrière. Elle adopte les organes de la Renault 8 et son nouveau moteur Cléon-Fonte, puis Cléon Alu. Les versions se multiplient. 1100, 1300, 1500, 1600, 1600 S, 1600 SC, enfin 1800 groupe 4, homologué le 1er juillet 1972. La puissance varie de 51 à 185 chevaux. Le poids oscille entre 620 et 740 kg.
7176 berlinettes sortiront de Dieppe au total, auxquelles s'ajoutent les milliers d'exemplaires produits sous licence. Le génie de l'A110 tient à un paradoxe mécanique que le pilote écossais Andrew Cowan, 5e au RAC Rally en 1970, comparait à lancer un marteau en arrière. Le moteur est en porte-à-faux arrière. Le châssis poutre central en acier tubulaire, conçu par l'équipe de Marcel Hubert, concentre la masse au centre arrière. La carrosserie en polyester, moulée d'un seul tenant, pèse une fraction de ce que pèse une carrosserie en acier. Résultat, un poids total de 620 à 715 kg, là où les Porsche 911 et les Lancia Fulvia affichent 100 à 300 kg de plus. Rapport, poids-puissance de 4 kg par cheval en version 1800 groupe 4. Agilité diabolique sur route sinueuse. Invincibilité sur neige au Monte-Carlo, sur asphalte au Tour de Corse, sur terre à l'Acropole et au Portugal. C'est une voiture nerveuse, exigeante, dangereuse entre des mains inexpérimentées. Le pendule arrière peut tuer, mais entre de bonnes mains, elle est phénoménalement rapide. La réputation de tueuse de Porsche provient de victoires directes et répétées sur les 911 en rallye, de 1968 à 1973. La petite Française, née dans un garage normand, humilie la grande Allemande née à Stuttgart. Et à Dieppe, dans l'usine neuve de l'avenue de Bréauté, les mains qui fabriquent cette voiture le savent. Chapitre 4. Les mains bleues de Dieppe. Qui sont les ouvriers d'Alpine ? Des Normands en grande majorité. Issus du bassin dieppois et de sa périphérie rurale, les villages du pays de Caux, les bourgs de la vallée de la Scie, les hameaux où l'agriculture ne suffisait plus à nourrir les familles. Stratifieurs, carrossiers, peintres, mécaniciens, ajusteurs-monteurs, finisseurs. Fils d'anciens pêcheurs, fils de manufacturiers du tabac, fils de maçons qui avaient reconstruit la ville après les bombardements. La main-d'œuvre est homogène, locale, ouvrière. L'usine alpine n'est pas Boulogne-Billancourt. Elle n'a pas les vagues d'immigration maghrébine ou portugaise des grandes usines Renault d'Île-de-France. Elle a la Normandie, et la Normandie lui suffit. Les effectifs montent, plus de 700 personnes à la fin de 1971. Un pic vraisemblable autour de 1000 salariés au milieu des années 70 si l'on compte les sous-traitants et les intérimaires. Capacité de l'ordre de 20 à 30 voitures par jour, une A310 demande 130 heures d'assemblage manuel. Chaque voiture est une pièce unique qui ne dit pas son nom. La méthode est artisanale. Entrez dans l'atelier de stratification au cœur du site, l'air est saturé de styrène. Les stratifieurs travaillent au masque à cartouche, les mains dans la résine, posant couche après couche de fibres de verre dans les moules. La carrosserie en polyester sort d'un seul tenant. Une coque légère, lisse, incassable, dans le sens traditionnel du terme. Les peintres, dans l'atelier voisin, maîtrisent les lacs bleus alpines. Ce bleu de France profond, lumineux, que Jean-Jacques Mansel appellera plus tard la passion bleue dans son ouvrage Alpine, des hommes, des voitures. C'est un bleu qui ne ressemble à aucun autre bleu automobile. Un bleu de conviction. Sur la ligne de montage, les ajusteurs-monteurs posent rabant à la main les mécaniques Renault adaptés. Le châssis poutre central en acier tubulaire reçoit ses panneaux de fibre de verre. Les moteurs arrivent de Cléon. Les boîtes de vitesse arrivent de la régie. Mais l'assemblage, lui, est dieppois. Il appartient à ces mains-là. Un ancien ouvrier se souvient, la semaine était dédiée à la fabrication des voitures de série. Et à partir du vendredi soir, les mécaniciens s'occupèrent des voitures de course, celles du Mans, celles du rallye. Ce continuum entre série et compétition est le fondement de la fierté alpine. Les mains qui fabriquent la voiture du voisin montent le dimanche sur le podium du Monte-Carlo. Il n'y a pas de mur entre l'atelier et la piste. Le même geste sert les deux. Le rituel de fin de chaîne le dit mieux que tout. Chaque voiture terminée passe par la cabine d'étanchéité. Une pluie tropicale intérieure ou des jets d'eau puissants simulent les pires conditions climatiques. Les ouvriers appellent cette épreuve le baptême. Quand la voiture sort sèche, elle est née. Dieppe, pendant ces années, vit au rythme de l'usine.
La population de la ville atteint 39 025 habitants en 1968 et culminera à 39 466 en 1975. L'âge d'or démographique de la ville coïncide avec l'âge d'or industriel de l'usine. Ce n'est pas un hasard. Alpine emploie directement plusieurs centaines de personnes, fait vivre un réseau de sous-traitants, fonderies, plasturgistes, mécaniciens, nourrit les cafés du quartier, les commerces de la Grand-Rue. Le comité d'entreprise organise des arbres de Noël, des colonies de vacances, des voyages, un club sportif. C'est la France des 30 glorieuses dans ce qu'elle a de plus concret. Pas les grandes théories macroéconomiques, mais une usine qui fait vivre une ville, des familles qui construisent leur existence autour d'un travail qu'elles comprennent et dont elles sont fières. Et les victoires en rallye sont des événements locaux. Chaque triomphe d'Andruhet ou de Terrier est fêté en ville. Les informations diepoises et Paris-Normandie publient en première page les retours du Monte-Carlo ou du Tour de Corse. Le pilote Jean Rédélé, devenu industriel, n'a jamais cessé d'incarner la ville. Et la ville ne cesse jamais de s'incarner dans ses voitures. En 1966, les choses s'accélèrent. La motorisation 1300 permet à l'A110 d'accumuler les succès en compétition. Une génération de pilotes usines émerge, des noms que la France entière va bientôt connaître. Jean-Claude Andruhet, Jean-Luc Terrier, Jean-Pierre Nicolas, Bernard Darniche, Gérard Larousse, Jean-François Piot, Ove Anderson, le Suédois adopté par l'écurie bleue. La presse britannique les surnommera The Four Musketeers, les 4 mousquetaires. Les voitures deviennent officiellement Alpine Renault en 1967 et arborent le losange. Jacques Chénis dirige le service course avec une rigueur militaire. Amédée Gordini, le sorcier de Viry-Châtillon, supervise le développement moteur. Marc Mignotet prépare les blocs. Gilbert Harivel chapeaute les mécaniciens. C'est une équipe soudée, obsessionnelle, portée par la conviction que la petite marque normande peut battre le monde. En 1968, Andruhet remporte le championnat de France des rallyes. En 1970, il enlève le championnat de France et d'Europe. En 1971, l'A110 monopolise le podium du rallye Monte-Carlo, un triplé historique emmené par Ove Anderson, suivi de Terrier et de Darniche. Alpine remporte le championnat international des marques devant Saab et succède à Porsche au palmarès. 5 rallyes enlevés dans la saison. 1972 est de l'année noire. La nouvelle version 1800 souffre d'une boîte de vitesse mal adaptée. Lancia l'emporte avec la Fulvia HF. Andruhet sauve l'honneur au Tour de Corse. Terrier réussit un exploit au Critérium des Cévennes avec une 1600S turbo-compressée, préparée par Bernard Dudot et Marc Mignotet. 200 têtes de chevaux dans un châssis de 700 kg. C'est la toute première victoire d'un véhicule à moteur turbo en rallye international. L'avenir est là, dans ce souffle comprimé. Mais l'avenir immédiat, c'est 1973. Et 1973 sera le sommet du monde. Chapitre 5. Le sommet du monde. L'AFI a créé en 1973 le premier championnat du monde des rallyes des constructeurs. 13 manches au calendrier. 9 meilleurs résultats retenus. C'est le titre suprême, celui qui n'existait pas avant, celui que personne n'a encore gagné. Alpine s'inscrit dans 9 épreuves. Les problèmes de boîte de la version 1800 Groupe 4 ont été résolus grâce au pignon de R 12 Gordini. Les berlinettes d'usine pèsent 685 à 740 kg pour 165 à 175 chevaux. Sous la direction de Jacques Chénis, Alpine engage 17 berlinettes d'usine dans la saison. 3 pilotes permanents, Terrier avec ses copilotes Christian Delferrier et Jacques Jobert, Darniche avec Alain Mahé, Nicolas avec Michel Vial et Claude Roure, Andruhet et Anderson en invités sur certaines manches. Le Monte-Carlo ouvre la saison, 42e édition, 270 engagés, 5 Alpines officielles. Le duel final se joue dans la spéciale du col de la Madone, 18 km de lacet au-dessus de Menton, la nuit, sous les phares. Anderson pulvérise le record en 15 minutes 23 secondes. Andruhet répond 15 minutes 11, 12 secondes de mieux. Plus tard, Andruhet dira
Je n'ai pas laissé 20 cm de rab au freinage. Victoire d'Andruet et de sa copilote Michel Petit, dite Biche, première femme à remporter une manche du championnat du monde. Triplé alpine, Andruet, Anderson, Nicolas. Les 5 berlinettes d'usine finissent dans les 10 premières. Biche, Petit racontera plus tard, « Je n'ai jamais vu une voiture aller aussi vite, où on volait littéralement. » La suite ne faiblit pas. Au Portugal, doublé Terrier-Nicolas, avec 6 minutes d'avance sur le 3e. Au Maroc, victoire de Darniche et Mahé. À l'Acropole, Terrier. À San Remo, Terrier de nouveau. Et le titre est mathématiquement acquis avant la dernière manche. Au Tour de Corse, Nicolas complète le tableau. 6 victoires mondiales sur 9 manches disputées. 155 points pour Alpine contre 84 à Fiat et 76 à Ford. Alpine est la première marque inscrite au palmarès du championnat du monde des rallyes. La petite usine normande, fondée 18 ans plus tôt par un fils de garagiste, a battu Fiat, Ford, Lancia, Porsche. La France gagne. Et la France gagne avec une voiture construite par des mains normandes dans une usine de l'avenue de Bréauté à Dieppe avec des moteurs Renault assemblés à Cléon. C'est l'apogée. Le point le plus haut, le moment où tout semble possible. Mais au moment précis où Alpine conquiert le monde, elle est en train de perdre son indépendance. Le succès sportif qui fait la gloire de la marque attire les convoitises de sa maison mère. Une marque qui gagne a de la valeur. Une marque qui gagne avec des moteurs Renault a encore plus de valeur sous pavillon Renault. Eredele, exsangue, après une grève longue qui a paralysé l'entreprise pendant plusieurs semaines en 1972, les nouveaux salariés embauchés pour l'A310 sont moins attachés aux fondateurs que les anciens, n'a plus les moyens de refuser ce que Pierre Dreyfus lui propose. Au tournant de 1972 et 73, Renault prend la majorité des parts de la Société des automobiles alpines. Dreyfus prononce alors la formule qui résume tout et qui contient déjà la tragédie. Alpine, c'est Renault. Renault, c'est Alpine. Redele, selon le mot rapporté par Paul Clément Collin, sera dégoûté. Il confiera plus tard « Pendant 2 ans, je n'ai pas eu le courage de revenir à l'entreprise. C'était trop fort. » L'ironie est limpide. 1973 est à la fois le couronnement et le commencement de la fin. Le titre mondial et la perte de contrôle. Le sommet est le premier pas vers la descente. L'usine de l'avenue de Bréauté tourne à plein rendement. Les licences étrangères produisent à plein régime. Le réseau Renault distribue les A110 dans toute l'Europe. Et le fondateur, celui qui a tout bâti, celui qui a choisi le nom, choisi la ville, choisi la couleur, choisi les pilotes, n'est déjà plus maître chez lui. La même année, 1973, Porsche reste aux mains des familles Porsche et Piëch et vend 15 415 voitures. Alpine, championne du monde, passe sous contrôle Renault. 50 ans plus tard, Porsche pèsera entre 45 et 90 milliards d'euros de capitalisation. Et Alpine luttera encore pour sa place dans un groupe automobile généraliste. Ce qui se joue en 1973 ne porte pas le nom de trahison. Dreyfus ne trahit pas Redele. Il l'absorbe, avec courtoisie, avec logique, avec la conviction sincère que Renault protégera Alpine mieux que Redele ne le peut seul. Mais l'absorption douce est aussi un assassinat lent, méthodique, conduit de l'intérieur et qui mettra 22 ans à s'accomplir. C'est cet assassinat que le chapitre suivant va raconter. Chapitre 6. Le baiser de Judas. L'absorption se fait en 3 temps, comme une mécanique bien huilée. Premier temps, fin 1971, premier rapprochement capitalistique. Redele cède une part significative du capital, un peu moins de 50% selon certaines sources, davantage selon d'autres. La distribution est déjà passée dans le réseau Renault depuis 1966. Le losange est apposé sur les voitures depuis 1967. La gestion du budget compétition Renault a été confiée à Alpine fin 1967. La dépendance organique est totale avant même que le capital ne suive. Deuxième temps. Au tournant de 1972 et 73, Renault prend la majorité. La société devient Société des automobiles Alpine Renault.
Pierre Dreyfus, PDG, depuis 1955, architecte de cette absorption patiente, prononce sa formule définitive. Alpine, c'est Renault. Renault, c'est Alpine. En 1974, en pleine crise pétrolière, Renault honore la contrepartie implicite de l'accord. L'usine de Dieppe reçoit la fabrication des Renault 5 Alpine. L'emploi est préservé, la promesse est tenue, pour l'instant. Troisième temps. Début 1976, Renault rachète la totalité du capital d'Alpine. Jean Rédélé conserve un titre, un bureau, un rôle d'ambassadeur. En 1978, il cède ses dernières Totontparl Dischwaden des Davanparts résiduels et quitte définitivement l'entreprise. Il a obtenu de Renault une promesse écrite, le maintien de l'emploi sur le site de Dieppe pendant 15 ans. Cette promesse sera tenue. Mais ce qui ne sera pas tenu, c'est le reste. L'identité, l'ambition, la raison d'être. Simultanément à ce rachat complet, fin 1976, Renault crée une entité nouvelle qui va changer la donne. Elle s'appelle Renault Sport. Sa mission, fusionner Gordini, racheté à 70% en 1968, basé à Viry-Châtillon, spécialisé dans les moteurs, et Alpine, Dieppe, spécialisé dans les châssis, sous une bannière unique. La présidence est confiée à Gérard Larousse, ancien pilote Alpine au Mans en 1967 et 68, passé ensuite chez Porsche et Matra, avant de revenir dans le giron Renault. Larousse reconnaîtra plus tard la difficulté de l'exercice. Diriger d'anciens coéquipiers n'est pas simple, mais il connaît les forces et les faiblesses de chacun. Le directeur technique est François Castin, concepteur du moteur V6CH, un de 1973, celui qui servira de base à tous les moteurs de course Renault Alpine jusqu'au FA6 Turbo de Formule 1. Avec Bernard Dudot et Jean-Pierre Boudy, Castin lance dès 1976 le programme du moteur Formule 1 turbo compressé. L'Alpine A500 laboratoire roulant tourne au circuit Paul Ricard avec Jean-Pierre Jabouille au volant. La Renault RS01, surnommée Yellow Teapot par les Anglais, débute au Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet 1977. C'est ici que le transfert de gloire s'opère. Les voitures d'endurance Alpine, A442 et A442B, engagées aux 24 heures du Mans, portent encore le nom Renault Alpine. Mais dans la communication, le mot Alpine recule. Les communiqués disent Renault. Les affiches disent Renault. Le 11 juin 1978, la Renault Alpine A442B remporte les 24 heures du Mans, la victoire tant attendue, celle qui manquait depuis un quart de siècle. Et le soir même, Bernard Hanon, qui succédera à Bernard Vernier-Pallier à la présidence de Renault en 1981, annonce l'arrêt du programme d'endurance. Renault se concentrera sur la Formule 1. Alpine vient de perdre son principal espace médiatique. L'endurance, c'était les A440, les A441, les A442, les A443, des voitures qui portaient le A d'Alpine dans leur nom. La Formule 1, elle, s'appelle Renault. Le turbo, développé à Viry-Châtillon avec la technologie née chez Alpine et Gordini, brille sous le losange. Le savoir-faire est dieppois. L'étiquette est parisienne. André de Cortance, designer Alpine, ne s'entend pas avec Larousse. Les tensions internes entre les ingénieurs de Dieppe et la direction centralisée de Renault Sport Beausport ne cessent de croître. Ce qui se produit n'est pas un vol, c'est une transfusion. Le sang sportif d'Alpine passe goutte à goutte dans les veines de Renault. Et quand la transfusion est terminée, le donneur est exsangue. Chapitre 7. Les années fantômes. La 310 aurait dû être l'héritière naturelle de la berlinette. Elle en a l'architecture, moteur arrière, châssis poutre, carrosserie polyester. Elle en a l'ambition, remplacer la tueuse de Porsche par une GT moderne capable de rivaliser avec la 911 sur son propre terrain. Lancée au Salon de Genève en mars 1971, dessinée par l'italien Trevor Fiore pour la Carrozzeria Fissore. L'A310 souffre dans sa version 4 cylindres d'un moteur trop sage. 1605 cm3, 127 chevaux,
210 km/h. Chiffre honorable pour une voiture de tourisme, insuffisant pour une Alpine. La clientèle ne suit pas. En 5 ans, seulement 2340 exemplaires. C'est le premier signe. La marque qui venait de conquérir le monde en rallye n'arrive pas à conquérir le marché routier. Le passage au fait 6P RFI en 1977, 2664 cm3, 150 chevaux, 220 km/h, design retouché par Robert Opron, redresse partiellement la barre. 9276 exemplaires en 8 ans, meilleure année en 1979 avec 1381 ventes. Mais là, 310 F6 n'est jamais devenue ce qu'elle aurait dû être. 11 616 à 310 au total sur 13 ans de carrière, un succès relatif, mais pas la percée attendue. La GTA, lancée entre 1984 et 85, approfondit le malaise. La planche de bord, dessinée par Marcello Gandini, est jugée indigne. Super 5, diront les essayeurs. La finition déçoit, l'image ne décolle pas. 6494 exemplaires en 5 ans, meilleure année en 1986 avec 1327 ventes. Le prix de lancement du fait 6 GT est de 175 000 francs. Celui du fait 6 Turbo, 220 et 1 000 francs. Ce sont des sommes considérables pour une voiture dont les propriétaires eux-mêmes reconnaissent que la finition n'est pas à la hauteur. Après 1990, le catalyseur fait chuter la puissance du V6 Turbo de 200 à 185 chevaux sur le marché français. Au même moment, la Renault 25 Turbo passe de 182 à 205 chevaux. La berline de la maison mère est plus puissante que la sportive de la filiale. Ce n'est pas un accident, c'est un ordre de priorité. Il y avait une version à 265 chevaux étudiée par l'ingénieur Bernard Pierangeli. Elle aurait changé la donne. Renault refuse de l'investir. Sous Georges Besse, assassiné par action directe le 17 novembre 1986, en pleine politique d'austérité, puis sous Raymond Lévy, l'heure n'est pas à l'investissement dans une marque de niche que personne à la direction générale ne considère comme stratégique. Le projet d'exportation américaine de la GTA, qui aurait ouvert un marché décisif, s'effondre en 1987, quand Renault vend AMC à Chrysler. Alpine perd son accès au continent le plus gourmand de voitures de sport. La trésorerie est plombée. Les ambitions sont réduites. Et pendant ce temps, le monde regarde ailleurs. En 1992, Williams-Renault remporte le championnat du monde de Formule 1 avec Nigel Mansell et Riccardo Patrese. La gloire sportive de Renault atteint son zénith. Le turbo-né chez Alpine et Gordini, le savoir-faire de Viry-Châtillon, les ingénieurs formés dans l'écosystème Alpine-Renault, tout cela porte le losange au sommet de la F1. Le nom Alpine n'apparaît nulle part. Chapitre 8. L'échec programmé. La 610 est la dernière chance. Présentée au Salon de Genève en mars 1991, elle est confiée au BEREX, le bureau de recherche et d'études exploratoires de Renault, avec un budget verrouillé dès le départ. Ce que cela signifie concrètement, les stylistes sont obligés de réutiliser le vitrage de la GTA. Instruction explicite. La ligne de la voiture, son regard, son identité visuelle, tout est conditionné par des vitrages qui ont déjà 4 ans. Le design est prisonnier de l'économie. Le moteur est un V6P RV 3 litres turbo, 2975 cm3, 250 chevaux, 350 Nm. C'est un bon moteur. Mais la structure a été renforcée pour intégrer les renforts de la GTA américaine qui n'existera jamais. Résultat, 200 kg de plus que la GTA. La voiture pèse 1400 kg. Pour une Alpine, une marque bâtie sur la légèreté, une philosophie née à 620 kg, c'est une hérésie. Au Royaume-Uni, la voiture est vendue sous le nom Renault à 610, sans badge Alpine, parce que Peugeot Talbot détient le nom Alpine sur le marché britannique. L'absurdité est complète. La voiture existe, mais elle n'a pas le droit de porter son propre nom dans le pays qui a inventé le journalisme automobile.
Les chiffres racontent le reste mieux que les mots. 818 exemplaires en 4 ans, 784 coupés standards, 31 exemplaires de la série Manicourt de juin 1992, 2 Albertville olympiques de la même année. Année 1983, 36 exemplaires vendus. Année 1994, 14 exemplaires, 14 voitures en 12 mois. Il y a des boulangeries de village qui ont plus de clients. Un projet Evo à 270 ou 280 chevaux est étudié. Avorté. Un projet de cabriolet Targa est esquissé. Avorté. Un service haute couture de personnalisation est lancé en 1994 quand il ne reste plus que 14 acheteurs. Avorté. La 610 a-t-elle été volontairement mise en échec? Les faits ne prouvent pas un sabotage délibéré. Ils prouvent à quelque chose de pire, un désinvestissement structurel, budget insuffisant, design contraint, pas de soutien marketing, refus de renforcement technique, aucune stratégie d'image. La 610 n'a pas été tuée. On l'a laissé mourir de faim. Un homme refuse de l'accepter. Patrick Leger, pilote privé, engage une A610 aux 24 heures du Mans 1994. 13e au général, 5e en catégorie GT2 devant Venturi et Honda NSX. Il le fait sans aucun soutien officiel de l'usine. La voiture est capable. C'est la volonté du groupe qui manque. Chapitre 9. Le 7 avril. Au printemps 1995, Louis Schweitzer, PDG de Renault depuis 1992, prend la décision. La 610 sera arrêtée. Il n'y aura pas de descendante. La marque Alpine n'aura plus de voitures à vendre. La logique de Schweitzer est froide et documentée. Renault prépare sa privatisation programmée pour 1996. L'entreprise doit présenter des comptes assainis au marché. Les marques déficitaires sont à éliminer. L'image sportive sera concentrée sur Renault de Sport, qui capitalise sur les succès en Formule 1. Williams Renault a remporté le titre constructeur en 1992, 93, 94, 95 et 96, 5 titres consécutifs. La gloire sportive née chez Alpine porte le nom de Renault. Le vase est vide. Pourquoi le garder sur l'étagère? Le 7 avril 1995, la dernière A610 sort de l'usine de l'avenue de Bréauté. Elle est rouge écarlate nacrée. C'est la 818e. Pas de cérémonie, pas de communiqué. Paul Clément Collin, pour Karl Jaeger, trouvera plus tard la formule exacte. Au printemps de 1995, dans l'indifférence générale, Renault décida de mettre fin à la fabrication de l'A610. Dans l'indifférence générale. C'est cette indifférence qui est la vraie blessure, pas la décision elle-même. Les chiffres de vente rendaient l'arrêt du modèle presque inévitable. Mais l'arrêt sans descendante. L'arrêt sans projet. L'arrêt comme point final. Une marque fondée en 1955, championne du monde en 1973, 40 ans d'histoire industrielle et sportive, éteinte par un communiqué interne que la presse ne relève même pas. La revue automobile, au décès de Schweitzer en novembre 2025, ne mâchera pas ses mots. Mort de Louis Schweitzer, l'homme qui tua Alpine pour lancer Renault Sport. Mais l'usine ne ferme pas. C'est le paradoxe. C'est aussi ce qui sauvera tout, 22 ans plus tard. Dès juillet 1995, la chaîne bascule sur le Renault Sport Speeder. Une voiture de sport radicale, sans pare-brise dans sa version initiale, produite à 1640 exemplaires, Route 80 Trophy, en version compétition, 90 heures d'assemblage manuel par voiture. L'emploi est préservé. La mobilisation syndicale CGT, CF, DT ne se cristallise pas en bataille sociale majeure parce que la direction négocie une reconversion, pas une fermeture. Les ouvriers de Dieppe fabriquent toujours des voitures. Simplement, ces voitures ne s'appellent plus Alpine. En 1999, Schweitzer enterre un dernier espoir. Le projet W71, une petite Alpine héritière spirituelle de la berlinette, est abandonné. Jean Rédélé, qui y croyait encore,
qui avait porté ce projet comme on porte une dernière flamme, en sera profondément affecté. Selon Planète Renault, il crut jusqu'à la fin au retour de la marque, mais cette fin, le 7 avril 1995, puis l'abandon du W71 en 1999, trace 2 lignes noires que rien ne viendra effacer de son vivant. Redélé mourra le 10 août 2007 à Paris, à 85 ans. Il n'aura pas vu la Renaissance. Ses obsèques auront lieu le 14 août au cimetière de Montmartre. François Fillon, Premier ministre, saluera un grand nom du sport automobile français. Et sur chaque berlinette de France, ce jour-là, un ruban bleu sera noué en signe de deuil collectif. Chapitre 10. La flamme entretenue. L'usine ne meurt pas. Voilà le fait essentiel. Celui qui contredit la tragédie, ou plutôt qui la suspend. De 1995 à 2012, l'avenue de Bréauté fabrique les voitures des carrières des autres. Après le Speeder vient la Clio 6, phase 1 et 2, de 2001 à 2005, puis les Mégane RS, les Mégane Trophy, les Clio RS successives. Un atelier dédié à la World Series by Renault de 2005 à 2016. Une brève production de la Blue Car Bolloré pour l'autopartage parisien pendant 18 mois. L'usine vit, mais elle vit sous un autre nom. Les effectifs s'érodent. En novembre 2012, Dieppe ne compte plus qu'environ 300 salariés, contre 700 à 1000 au pic des années 70. L'effectif a été divisé par 2 ou par 3 en 37 ans. La ville elle-même décline, de 39 466 habitants en 1975 à environ 27 500 aujourd'hui. Le taux de chômage atteint 15%, presque le double de la moyenne nationale. Les ouvriers fabriquent des voitures qui ne portent pas le nom de leur atelier. La de Passion Bleue n'a plus de berlinette. Mais quelque chose persiste. Les rassemblements de berlinettes historiques à Dieppe, organisés par l'Association des anciens d'Alpine, animés dans les années 2010 par André Desaubry et par le club Alpine Dieppe, entretiennent la flamme. Les anciens, à la retraite, racontent aux plus jeunes l'histoire de l'A110. Les ouvriers de la deuxième génération, ceux dont les parents ont monté des berlinettes, connaissent l'histoire par la bouche familiale. Ce n'est pas de la documentation d'entreprise, c'est de la transmission orale. Le savoir-faire des mains s'est transmis, la mémoire des mains s'est transmise. Et c'est cette transmission qui rend possible ce qui va suivre. Chapitre 11. La résurrection. Entre 2007 et 2011, plusieurs ingénieurs de Renault Sport Technologies esquissent discrètement les bases d'un retour. Le promoteur politique du projet en interne est Carlos Tavares, directeur général délégué de Renault. Le premier signal public arrive le 27 mai 2012. Le concept Renault Alpine, à 110,50, dévoilé au Grand Prix de Monaco pour le cinquantenaire de la berlinette. Le 5 novembre 2012, Carlos Ghosn et le Malaisien Tony Fernandez annoncent conjointement la renaissance d'Alpine. Caterham, le constructeur britannique de Fernandez, achète 50% du capital de la société des automobiles Alpine Renault, rebaptisée Alpine Caterham. Investissement annoncé, 75 millions d'euros côté Caterham. Objectif, 3000 voitures par an, autour de 40 000 euros. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, résume l'élan national. Relancer Alpine, c'est faire renaître un rêve. Le projet interne porte le code C120. 110 personnes y travaillent. Bernard Olivier, ancien directeur général de Renault Sport Technologies, prend la direction. L'espoir est immense. Il durera 17 mois. Le 26 mars 2014, Renault et Caterham actent la rupture. La trésorerie dégradée du groupe britannique, le départ de Tavares, écarté de Renault en 2013, les divergences méthodologiques rendent la collaboration impossible. David Twohig, ingénieur en chef du projet, reconnaîtra plus tard la perte de temps. La moitié des ingénieurs provenaient de chez Caterham, et après le divorce, il a fallu reconstituer une équipe totalement dédiée à Alpine. Twohig est irlandais. Il a travaillé sur le premier Nissan Qashqai, 2 500 000 exemplaires vendus, et sur la Renault Zoé. Il sait ce que construire une voiture en volume signifie. Mais il sait aussi qu'Alpine n'est pas un volume. Alpine est une conviction.
Il y a de l'ADN Lotus dans la nouvelle Alpine, reconnaîtra-t-il. La légèreté, comme philosophie, pas comme compromis. Anthony Villain, directeur du design Alpine depuis 2012, diplômé des arts et métiers, entré chez Renault sans en être jamais sorti, définit le programme en une phrase qui vaut programme industriel. Nous avons conçu cette nouvelle A110 comme si ce modèle n'avait jamais cessé d'être commercialisé et d'évoluer au fil du temps. Ce n'est pas une voiture rétro, c'est une voiture qui refuse d'admettre qu'il y ait eu une interruption. Les principes acquis fondateurs, légèreté, compacité, agilité, n'ont pas pris une ride. Le 7 mars 2017, au Salon de Genève, la nouvelle Alpine A110 est présentée au monde. Série de lancement. Première édition limitée à 1955 exemplaires, clin d'œil à l'année de fondation, moteur 4 cylindres, 1,8 litres turbo, 252 chevaux, boîte automatique, double embrayage, 7 rapports. Poids, 1103 kg, 0 à 100 en 4 secondes et demie. Châssis-caisse entièrement en aluminium, assemblé par collage et rivetage. Prix, 58 500 €. Les 1955 premières éditions sont réservées en 5 jours. Le 14 décembre 2017, Carlos Ghosn inaugure la ligne de production à Dieppe. 35 millions d'euros investis, 150 et un nouveau recrutement, 392 salariés en CDA, plus 70 intérimaires, 4 semaines de formation, 140 heures pour chacun. Cadence initiale, 35 voitures par jour. Ghosn déclare « Faire renaître Alpine à Dieppe, un site industriel créé avec et pour la berlinette bleue il y a près de 50 ans, était un défi. Nous l'avons relevé ensemble. La presse internationale est unanime. 5 étoiles partout, Golden Steering Wheel 2018. Nomination au titre de Car of the Year. Villain résume avec une satisfaction contenue, l'A110 a remporté de très nombreux prix, y compris face à des voitures de popper de sport, coûtant 2 à 3 fois son prix. La Porsche 718 Cayman au premier chef. La tueuse de Porsche est de retour. En 2021, l'usine est officiellement rebaptisée Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé. Anne-Catherine Basset, directrice des opérations, explique le choix du mot « manufacture », un terme qui n'est pas galvaudé, tant les procédés de fabrication avec encore beaucoup de faits main sont proches d'un petit de l'artisanat. Le baptême de chaque voiture, la pluie tropicale intérieure, est toujours là. Les mêmes murs, les mêmes gestes. Les descendants des ouvriers qui montaient des berlinettes dans les années 70 montent des A110 dans les années 2020. La continuité manuelle n'a jamais été rompue. En mai 2022, 1104 Alpine convergent vers le front de mer de Dieppe pour les 100 ans de Jean Rédélé. Démonstration de Formule 1. Une marée bleue sur le littoral normand. Le fondateur n'est plus là pour la voir. Mais le A fléché, lui, est toujours sur les murs de l'avenue de Bréauté. Record de production, 4708, A110 en 2023. En quelques années, le site a dépassé les 7176 berlinettes originales produites sur 14 ans, chiffre équivalent atteint dès 2019. La gamme s'est étoffée. A110 pur, légende, S, G, T, R, R ultime, à 345 chevaux, Fernando Alonso, limité à 32 exemplaires. Près de 30 000 A110 auront été assemblés à Dieppe entre 2017 et 2026, quand la version thermique s'arrêtera avec une ultime série de 1750 exemplaires. La suite s'appelle l'électrique. L'Alpine A290, citadine sur plateforme partagée avec la Renault 5 U-Tech, est produite à Douai, pas à Dieppe. Mais l'A390, sport fastback à architecture, trimoteur et batterie de 89 kWh sera assemblée avenue de Bréauté. 4 unités par jour au début de 2025. Objectif 50 par jour, début 2026. 10 millions d'euros investis. Plus de 10 000 heures de formation à l'électrique. 22 recrutements supplémentaires en CDI. Le site s'étend sur 90 hectares. Élargi de 20 hectares logistiques pour accueillir le nouveau modèle.
L'A110 électrique est annoncé pour fin 2026 ou début 2027 sur la nouvelle Alpine Performance Platform, compatible thermique et électrique, autonomie cible supérieure à 480 km. Expansion prévue aux États-Unis en 2027. Objectif de chiffre d'affaires du groupe Alpine, 8 milliards d'euros à l'horizon 2030. Mais l'inquiétude n'a pas disparu. En Formule 1, Alpine a annoncé l'abandon de son propre moteur Renault au profit de Mercedes à partir de 2026. Nouveau sacrifice de Viry-Châtillon, 350 personnes menacées de reconversion. Luca De Meo, CEO de Renault depuis 2020, annonce en 2025 son départ pour le groupe de luxe Kering. Qui dirigera Renault après lui? Qui protégera Alpine à l'intérieur du groupe? Dominique Séraphin, syndicaliste CFDT, résumait dès 2020 la condition permanente de Dieppe en une image que personne à l'usine n'a oubliée. On a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le député Sébastien Jumel, lui, posait la ligne rouge. L'aventure alpine n'existe pas sans Dieppe. Chapitre 12. Ce qui reste 90 hectares aujourd'hui. 377 CD1 et 120 intérimaires. L'A110 thermique en fin de carrière. L'A390 électrique en montée en cadence. L'A110 électrique en gestation. Le grand A, fléché, est toujours sur les murs. La pluie tropicale intérieure baptise toujours chaque voiture avant sa sortie. Comparé. En 1973, Alpine, championne du monde, passe sous contrôle Renault. La même année, Porsche reste aux mains des familles fondatrices. TVR, à Blackpool, construit ses premières voitures dans un atelier qui ressemble étrangement à l'avenue Pasteur de Rédélé. Lotus, à Ethel, assemble des Élanes avec une poignée d'ouvriers. 50 ans plus tard, Porsche pèse entre 45 et 90 milliards d'euros. Les familles Porsche et Piëch détiennent toujours le contrôle via Porsche Automobile Holding SE. L'intégration tardive dans le groupe Volkswagen n'a jamais effacé l'identité. Ferrari, intégré à Fiat dès 1969, a conservé une autonomie opérationnelle totale, une usine unique à Maranello, une culture intouchable. Spin-off boursier en 2016, capitalisation stratosphérique. TVR, elle, a été vendue en 2004 au russe Nikolai Smolensky pour 15 millions de livres. L'usine a fermé en 2006 et les bâtiments de Blackpool ont été démolis entre 2024 et 2025. Smolensky a résumé la fatalité telle qu'il la voyait. Il est devenu impossible de produire une voiture de sport haut de gamme de façon viable pour un petit constructeur. C'est exactement le diagnostic posé sur Alpine en 1995. Sauf qu'Alpine a été ressuscité en 2017. Et TVR ne le sera pas. La différence entre les constructeurs qui ont survécu et ceux qui ont disparu tient à un mot. Protection. Porsche a été protégé par ses familles. Ferrari a été protégé par son mythe et par la lucidité de Fiat, qui a compris qu'on ne touche pas à Maranello. Alpine n'a été protégé par personne. Son fondateur a été écarté. Sa maison mère l'a vidé de son sang sportif. Ses PDG successifs l'ont traité comme un poste de dépense, pas comme un patrimoine. Et pourtant, l'usine n'a pas fermé, les mains n'ont pas arrêté, la mémoire n'a pas été démolie. C'est la leçon que personne n'a voulu entendre. L'industrie française, contrairement à l'allemande, ne sait pas toujours protéger ses pépites. Mais ses ouvriers, eux, savent entretenir une flamme dans le silence. Pendant 22 ans, l'usine de l'avenue de Bréauté a fabriqué des voitures qui ne portaient pas son nom, et elle a attendu. Pas par résignation, par loyauté envers un savoir-faire qui ne s'éteint pas quand on change l'étiquette sur le produit. Le 7 avril 1995, la dernière A610 rouge écarlate nacrée a quitté lentement la chaîne dans une usine qui allait continuer à tourner sans elle. Le 14 décembre 2017, la première, A110 moderne, est sortie de la même porte. Même avenue de Bréauté, même geste, même descendant d'ouvriers, même mur, deux époques, une seule continuité, celle des mains. Alpine, née dans le garage d'un concessionnaire Renault de province, championne du monde des rallyes avant d'être dévorée par sa maison mère,
a passé 22 ans à exister en pointillé dans son usine orpheline. Et quand elle est revenue, la seule chose qui n'avait jamais été assassinée à Dieppe, c'était la mémoire de ses mains. Elles sont toujours là. Le A fléché est toujours sur les murs. Et l'épée de Damoclès est toujours au-dessus de la tête.